Le job de product manager, je trouve que là où il est beau, c'est qu'il est très très complet. Donc c'est un bon assemblage entre soft et hard skills. Mais moi, j'avais envie de développer cette partie hard skills. Je sais pas quelle est la bonne traduction en français. Mais j'ai cette image toujours du boulanger qui, lui, sait faire son pain. Moi, j'avais envie de faire mon pain dans le secteur qui me plaisait. Au bout de 2-3 semaines, je me suis dit, waouh, mais je suis arrivé tellement loin par rapport à ce que je faisais au début. Alors que j'avais l'impression de faire un peu de SQL quand même en arrivant. J'aime bien me dire, j'ai une hypothèse, j'ai une piste, je vais la creuser à fond. Et il y a un peu cette quête du moment waouh où en fait, en regardant la bonne chose, on va arriver à une réponse en se disant, putain, j'ai trouvé un truc. Je vais lui montrer, je suis trop content, j'ai réussi à trouver une corrélation, un résultat qui est significatif, qui m'aide à répondre à cette question. Aujourd'hui, je reçois Maxime qui s'est reconverti d'un rôle de product manager vers un rôle de data analyst. Il va nous parler de son parcours, de pourquoi il a décidé de se diriger vers la data et de sa formation. Cet épisode, une fois de plus, on a eu un premier avec Lina il y a à peu près un mois, donc il rentre dans ce nouveau format que je suis en train de mettre en place, un peu sur la thématique de la reconversion, de la montée en compétences. On est aujourd'hui sur le deuxième épisode de cette série avec Maxime. Hello Maxime, ça va ? Salut Robin, ça va très bien et toi ? Super, je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Est-ce que tu peux te présenter pour commencer et peut-être nous raconter un peu ton parcours ? Du coup, je m'appelle Maxime, j'ai 31 ans, je viens de Toulouse. J'ai démarré, moi, par des études plutôt techniques, avec une formation d'ingénieur assez généraliste à Toulouse. Et puis, j'ai eu envie de compléter avec une formation un peu plus marketing business à Dauphine. Après ça, j'ai rejoint Selency, donc une marketplace de brocante en ligne, disons pour faire simple, en tant que product manager, first product manager. J'y ai passé 5 ans. Je suis parti en début d'année dernière et j'ai rejoint Singular en data analyst. Singular qui est également un peu sur une marketplace, mais d'œuvres d'art. Exactement. Et pourquoi est-ce que tu as souhaité changer de job lorsque tu étais product manager chez Selency ? J'adorais mon job en tant que product manager, mais en fait, le job de product manager, je trouve que là où il est beau, c'est qu'il est très très complet. Donc c'est un bon assemblage entre soft et hard skills, mais moi j'avais envie de développer cette partie hard skills. Je sais pas quelle est la bonne traduction en français, mais j'ai cette image toujours du boulanger qui, lui, sait faire son pain. Moi, j'avais envie de faire mon pain dans le secteur qui me plaisait et de le mettre à contribution. Venant de l'univers, de l'ingénierie, j'ai toujours adoré les maths. La data était toujours la partie qui m'a intéressé. Et c'est vrai que, en tant que product manager, je me rendais compte que le pan analyse, creuser, explorer des opportunités, était peut-être la partie qui me plaisait le plus. Ça satisfaisait vachement ma soif de curiosité, de comprendre comment les choses fonctionnent, comment les utilisateurs interagissent avec notre produit. Donc, du coup, ça m'a amené assez naturellement vers cette partie-là. Et je pense que j'avais besoin aussi de faire un shift où, en tant que product manager, c'est un job quand même, on est très chef d'orchestre des sujets. Et là, j'avais envie d'être peut-être un poil plus en support, d'aider les gens, les assister dans leur projet. Voilà. Et puis, la data, parce que, encore une fois, j'aimais beaucoup les maths et j'ai l'impression que c'était un moteur assez puissant, un secteur dans lequel j'allais pouvoir continuer à apprendre et me développer. Ouais, peut-être pour faire le lien une seconde sur ce que tu disais sur le job de product manager, pour ceux qui sont peut-être pas familiers avec ce job-là, c'est vrai qu'en général, c'est la personne qui va être garant de la vision et du développement du produit tech, donc plutôt du logiciel. Donc dans le cas d'un e-commerce, ça peut être le site internet et toutes les fonctionnalités, depuis la page d'accueil jusqu'au funnel de paiement, quoi. Exactement. Et en fait, en général, sur ce job-là, c'est vrai que t'es un peu un chef d'orchestre où tu vas travailler avec, par exemple, un data analyst ou une équipe data, mais tu vas aussi travailler avec le product marketing, qui lui va s'occuper des campagnes, tu vas travailler avec l'équipe tech, les développeurs, bien entendu, etc., etc. Parfois les sales, les achats en fonction des problématiques. Les designers. Donc t'as énormément de dépendance avec plein d'autres équipes et t'es moins sur ton craft, comme tu dis, un petit peu ton hard skills. Effectivement, c'est pas évident, ta compétence technique, mais bon, c'est quand même technique aussi, le product management, donc Et ce qui est marrant, c'est que c'est typiquement un job où, moi, un truc qui m'a marqué, c'était que j'avais énormément de réunions en tant que product manager et j'avais aussi cette envie de me dire, je viens de Toulouse, j'ai envie de pouvoir prendre le train à Paris, de bosser dans mon train, d'arriver à Toulouse, d'avoir fini un truc. En tant que product manager, c'était super compliqué parce qu'en fait, une grosse partie de ma journée était rythmée par justement de la coordination des réunions, le fait d'avoir à interagir avec des gens. Alors, j'adore interagir avec des gens, mais j'avais cette soif de pouvoir accomplir quelque chose de mon côté, créer quelque chose tout seul.
Et pourquoi est-ce que tu as sélectionné Databird? Donc c'est la formation que tu as choisie. Qu'est-ce que tu en as pensé? Donc déjà, il faut que je rappelle le contexte. Donc je suis parti c'était en mars, je crois, de l'année dernière, et je m'étais fixé comme objectif de trouver voilà ma nouvelle aventure d'ici quelques mois. Donc déjà, le premier critère, c'était quand même que j'étais assez capé dans le temps. Je me disais bon, je veux pas repartir sur 2 ans d'études. Donc le format bootcamp déjà me plaisait bien. J'aimais bien me dire ok, je me mets dans un tunnel hyper intensif, très concret. Je vais apprendre voilà des choses très rapides à appliquer, en tout cas très spécialisé sur ce domaine. J'aimais bien le fait que Databird soit spécialisé justement sur la data, et je me disais bon, ils doivent avoir forcément une expertise là-dedans, et comparé peut-être à d'autres bootcamps qui eux sont peut-être plus généralistes, j'avais un poil plus confiance. J'avais pris le temps aussi de contacter beaucoup d'alumni. Quand je dis beaucoup, c'est peut-être rien que pour Databird, je pense que j'ai parlé à 6-7 personnes qui avaient fait Databird avant avec des profils un peu différents. Donc des data scientists, des personnes qui arrivaient de la technique, d'autres pas du tout, qui étaient devenus data analyst, ou alors qui étaient repartis sur des postes de product manager par exemple. Voilà, c'était incroyable, ils étaient vraiment tous dithyrambiques. J'ai eu 100% de retours positifs, 100% des calls qui se sont terminés par franchement fais-le, moi je regrette pas du tout, j'ai adoré. Ça m'a pas mal encouragé à le faire. Ensuite, j'ai eu la chance, mais c'est vrai, de travailler avant avec des data analysts et d'avoir une idée assez concrète du job, et donc je savais que je voulais aller vers ça. Et du coup, j'avais pas mal échangé notamment avec le data analyst de Celency, donc mon ancienne boîte, et en lui disant voilà, tu me connais, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut que je rajoute à mon arc pour que je puisse devenir data analyst. Et donc on avait fait un peu une liste de lui aujourd'hui, ce qu'il utilise au quotidien, ce qui peut faire de moi un bon data analyst. Et du coup, on avait listé justement toutes les compétences, les langages SQL, Python, R, qu'il fallait que je commence à maîtriser. Databird, je pense, pour moi, c'était celui qui avait le meilleur bagage, en tout cas sur l'étagère, le bagage le plus complet. Notamment, il y a beaucoup de bootcamps qui sont data science. Comme moi, je savais que je voulais faire de la data analyse. Bah, à l'époque, là, finalement, il y en avait assez peu qui se démarquaient dans ce domaine-là. Et donc, Databird était clairement le numéro 1. Ouais, c'est vrai que c'est en train un peu de bouger, mais c'était les premiers à avoir pris un peu le contre-pas de la data science, et dire bah non, nous on forme pas des data scientists, on fait des data analysts. Ouais. À une époque où c'était vraiment le tout début, je vais aller dire, de la hype autour de la data analyse. Alors c'est plus qu'à l'époque il y avait vraiment une grosse hype autour de la data science, et les gens qui voulaient aller vers la data et qui découvraient en même temps un peu le monde de la data se disaient plutôt ouais, faut que je fasse data scientist, c'est le job du 21e siècle, etc. Et donc eux, le fait qu'ils aillent un peu en contrepas de ça, c'était assez ballsy entre guillemets, si tu veux. Ouais. Excuse l'expression. Et du coup, pour conclure, t'en as pensé quoi? Enfin, est-ce que c'était à la hauteur de ce qu'on t'avait vendu? Est-ce que je sais pas, t'as peut-être des moments de la formation qui t'ont marqué, dont tu pourrais nous parler, où t'as vraiment senti que tu t'en mettais plein la tête, Ouais. je sais pas. Moi, j'en garde un super bon souvenir. En plus, alors, mis à part tout le côté professionnel, c'était une super expérience. On l'a fait, j'ai plus les mots en tête, je crois que je l'ai fait de mai à fin juin. Il faisait super beau, l'endroit était super agréable. On avait un groupe génial. Donc, rien que pour l'expérience humaine, moi, j'ai trouvé ça génial. D'ailleurs, point important à préciser, c'est qu'ils font leur formation soit en part-time, soit en full-time. Donc, part-time à distance et full-time sur place. Mais je me suis dit, mais heureusement que j'ai pris le format sur place. C'est génial de retrouver un peu le côté classe. On se retrouve tous ensemble en physique. Donc voilà, l'expérience humaine était géniale. Ensuite, côté promesse, moi j'ai été hyper impressionné par l'évolution que j'ai eu sur tout le bagage technique. Donc c'est vrai que j'ai plus exactement le curriculum en tête, mais je crois qu'on fait une semaine en SQL, une semaine en Python, peut-être un truc comme ça, mais au bout de 2-3 semaines, je me suis dit waouh, mais je suis arrivé tellement loin par rapport à ce que je faisais au début, alors que j'avais l'impression de faire un peu de SQL quand même en arrivant. J'ai plein de petits moments qui me viennent, mais j'ai surtout très rapidement au cours des premières semaines où je me dis à chaque fois putain mais c'est fou par rapport à hier, j'arrive à faire ça en plus, c'est trop stylé. Ils arrivent à mettre en place aussi des petits projets, par exemple je sais pas moi, de scrapping, ou des petits projets de machine learning, où très rapidement on se dit putain mais j'arrive à faire des trucs stylés en fait. C'est cool quoi. Justement, ce qui m'avait marqué ici, c'est le premier projet de machine learning où on essaie c'est pas Glock mais presque, on essaie de prédire si un passager du Titanic va survivre ou pas, enfin a survécu ou pas, et on arrive à un truc assez rapidement à 80% de précision. Je me dis c'est dingue. C'est trop marrant qu'on arrive à faire ça. Donc ouais, très très bon souvenir là-dessus. Ok, trop cool. Bah en tout cas, c'est vrai que la passion de la data t'a piqué, ça se sent en t'écoutant. Et aujourd'hui, quelles sont tes missions principales dans le cadre de ton nouveau job de data analyst chez Singular? Alors chez Singular, je suis arrivé notamment parce que j'avais ce premier bagage en product, et du coup ma première casquette, disons, c'est presque un job de product analyst, c'est d'être l'interlocuteur
de l'équipe produit chez Singular et de les aider sur tous leurs besoins. Les besoins principaux, c'est notamment toute la partie BI, donc Business Intelligence, créer les dashboards qui vont leur permettre de suivre une évolution de feature, un usage, aussi faire beaucoup d'analyses d'A/B test parce que moi, vraiment c'est une compétence que j'avais pas mal développée chez Celency et là on voulait mettre en place en gros un process qui nous permette d'expérimenter assez rapidement et donc je travaille beaucoup sur cette partie-là avec eux, définir les bonnes métriques en gros, qu'est-ce qu'on va regarder qui va nous aider à statuer sur un A/B test, savoir s'il a fonctionné ou pas, au bout de combien de temps les résultats sont significatifs ou pas, voilà. Peut-être en 2 mots, je rappelle ce que c'est qu'un A/B test également pour ceux qui auraient pas le terme. Donc le A/B test en fait c'est une analyse très liée effectivement au produit où on va tester en général 2 versions d'une même fonctionnalité ou d'une même page en parallèle. Je le grossis, mais par exemple, on va envoyer 50% du trafic sur la version 1, 50% de trafic sur la version B. Donc par exemple, on hésite entre 2 pages d'accueil, une rouge, une bleue. Et en fait, on va laisser tourner ça pendant plusieurs semaines. Donc ça dépend des volumes qu'on a. L'idée, c'est d'avoir assez de volume pour être statistiquement fiable. Et à la fin du test, on va être capable de voir si les personnes de la version A ont plus converti ou ont plus réalisé l'action qu'on voulait analyser. Et on va être capable de choisir la version du coup qui a les meilleures performances. C'est ça. Et après, j'ai quand même une casquette un peu plus généraliste, c'est-à-dire que mon rôle, c'est aussi d'être en support auprès de toutes les autres équipes, donc tous les autres besoins data, beaucoup de demandes pour de l'aide à la prise de décision. Donc, on voudrait aller sur tel marché, on voudrait, voilà, on a lancé une nouvelle offre, est-ce qu'elle marche ou pas. Donc ça c'est aussi une bonne partie de mon quotidien. Et à côté de ça, il y a une partie un petit peu différente que j'appellerais analyse stratégique. C'est des grandes questions qu'on se pose. Par exemple, un sujet en ce moment, c'est est-ce que il y a des typologies de photos sur les œuvres d'art qui vont aider l'utilisateur à mieux se projeter sur l'œuvre et in fine à mieux convertir. Voilà, et donc ça c'est des sujets qui peuvent prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. On se pose des grandes questions. Bon, ben comment je vais pouvoir répondre à cette question-là, et puis on creuse. Quels sont les éléments sur lesquels tu sens que la formation t'a aidé? T'as parlé un petit peu de chaque semaine, t'apprenais des éléments en plus. T'as quand même dit qu'au début tu touchais un petit peu de SQL en arrivant, que t'avais acquis dans ton job de product manager probablement. Mais là, voilà, si tu devais mettre l'accent sur 1, 2 ou 3 éléments, peut-être en rapport avec des activités que t'as fait depuis que t'es chez Singular, quels sont les éléments vraiment que tu peux faire maintenant que tu savais pas du tout faire avant? SQL, effectivement, je suis passé de disons 1 à 100. Après Python, je connaissais pas du tout, et donc c'est vrai que ça ouvre un pan qui alors je sais eux, ils adorent le mettre en avant, et aujourd'hui ils sont un peu déçus que ça fasse pas partie majeure du quotidien d'un data analyst. Par contre, je trouve que ça permet de faire l'extra mile, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça m'a permis de faire c'est-à-dire ça me permet d'aller au-delà de ce qu'on attend de moi, disons de manière basique. Je trouve que j'ai pu mener certaines missions grâce à ce qu'on m'a appris en Python. Je sais pas moi, faire un scrapping alors que bon, on pourrait très bien prendre un freelance pour le faire, mais si on arrive à le faire, c'est mieux. Et donc ça, c'est vrai que m'a appris énormément. Disons que si j'arrive à l'englober, ils m'ont donné des outils que j'ai touchés, disons, j'ai survolé. Bon, en Python, on survole pas, hein, on le fait quand même, on fait quand même quasi 2 semaines de Python, hein, mais c'est tellement vaste. Et ça me permet aujourd'hui de piocher parmi cet éventail d'outils. Je pense pas, par exemple, à Dataiku pour la partie machine learning, analytics. Moi, j'avais déjà fait pas mal de Google Analytics, mais quelqu'un qui l'a pas fait va le voir en partie. On apprend aussi comment fonctionne Tag Manager. Donc, si on arrive dans une boîte où on sait pas faire de tagging, ça nous permet de le faire. Je vais pas tous les citer, mais en tout cas, voilà. On a un éventail d'outils, et donc finalement, il suffit on sait qu'ils existent, il suffit d'aller piocher dedans si on en a besoin. Et après, je pense que la dernière partie, c'est justement ce côté aussi éveil sur de la réflexion data. Un truc qui m'a marqué, c'était moi je viens je fais SP maths, je fais école d'ingénieur. Là j'ai aussi fait des révisions de maths sur de la statistique. On avait je sais plus combien de temps en statistique, ou je sais plus si je vais dans la préformation, mais voilà, aussi des révisions de maths simplement qui aident à éveiller l'esprit data. Oui, parce que notamment sur des activités comme celle auxquelles tu faisais référence tout à l'heure d'A/B test, où tu compares des résultats sur 2 tests différents, là on est vraiment dans la statistique, donc c'est utile de revoir un peu les bases, comment tu fais un test statistique qui est fiable avec les bons volumes, etc., etc. Exactement. Ok, hyper intéressant. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager que tu as trouvé particulièrement adapté justement pendant cette reconversion? Ouais, alors moi j'ai saigné ça s'appelle le Towers Data Science sur Medium, du coup qui rassemble tout un ensemble de publications sur le sujet de la data.
Ça peut être hyper appliqué. Moi, je trouve encore des articles sur des problématiques que je rencontre sur BigQuery, donc l'outil SQL de Google, mais aussi des grands sujets sur des modèles de data science, des modèles de machine learning. La plupart des contenus sont en anglais, mais en tout cas, je pense qu'on peut trouver énormément de contenu sur tout ce qui peut nous intéresser. Donc c'est vrai que je l'avais pas mal utilisé. Et un contenu un peu plus terre à terre, si je peux le qualifier comme ça, c'est une chaîne YouTube qui s'appelle StatQuest et qui rappelle justement pas mal de basiques mathématiques, statistiques, qui a énormément de vidéos sur la p-value notamment. Je recommande à fond. C'est quoi la p-value? La p-value, c'est l'indicateur qui va nous permettre justement de déterminer lors d'un A/B test notamment, est-ce que notre résultat est statistiquement viable ou pas, quelle marge d'erreur je vais me tromper, quelle marge d'erreur je vais avoir, etc. Qu'est-ce que tu aimes dans la data? Et je pense qu'en numéro 1, ça serait de bien comprendre les choses. J'ai une curiosité naturelle qui, je pense, qui est débordante. J'étais un fan de C'est pas sorcier étant petit. Disons que c'est mon évolution naturelle. Aujourd'hui, j'adore être capable de comprendre les choses en mettant les mains dans le cambouis. J'aime beaucoup aussi à quel point, moi, en comprenant les choses, je peux aider des gens qui ont besoin que je prenne le temps de comprendre certaines choses pour les épauler. Donc, je suis un peu support que je trouve hyper intéressante. Où tu vas plus en profondeur des choses, quoi. Ouais. Parce que tu vois, quand t'es product manager, t'es quand même t'es très transverse, tu couvres aussi beaucoup de sujets, tu parles avec beaucoup de gens dans l'entreprise, presque un peu chaque semaine. Ouais. Donc je pense tu vois, ça peut aussi nourrir une grande curiosité. Là, la diff, c'est peut-être qu'en tant que data analyst, c'est un peu plus séquencé dans le temps, parce que tu rentres beaucoup plus en profondeur sur chaque sujet. Ouais. Donc c'est une forme de curiosité un peu différente. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, complètement. Moi, effectivement, j'aime bien me dire, j'ai une hypothèse, j'ai une piste, je vais la creuser à fond. Et il y a un peu cette quête du moment waouh, où en fait, en regardant la bonne chose, on va arriver à une réponse en se disant, putain, j'ai trouvé un truc, je vais lui montrer, je suis trop content, j'ai réussi à trouver une corrélation, un résultat qui est significatif, qui m'aide à répondre à cette question. Ouais, j'aime bien cette recherche-là. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se diriger justement vers un poste plus technique, comme tu l'as fait? Déjà, peut-être dire, dans tous les cas, toutes les reconversions sont possibles et même si moi, effectivement, j'avais un petit bagage de départ, je pense qu'on peut, si on a l'envie et un peu la nature, tout le monde peut y aller. Mais le majeur conseil que je donnerais, ça serait de me dire que aujourd'hui, ce qui fait un data analyst, disons, c'est ce bagage de compétences. Ce qui fait un très bon data analyst, c'est pas une mauvaise analogie avec le bon chasseur et le mauvais chasseur, mais ce qui fait un très bon data analyst, je pense, c'est d'avoir un bon recul sur les choses et un bon esprit critique. Donc je pense que mon conseil, ça serait vraiment de développer cet esprit critique pendant des formations comme DataBird. On n'a pas forcément le temps parce qu'en fait, on va très vite et on ingurgite un maximum de choses. Mais il faut toujours essayer d'aller un tout petit peu plus loin, prendre du recul sur ce qu'on est en train de faire parce qu'en fait, la data, c'est vachement bien, mais on peut un peu s'y perdre, ou en tout cas la data peut dire tout et n'importe quoi. On peut regarder quasi la même métrique sous 2 angles différents et avoir des résultats différents. Donc je pense qu'il faut être très critique envers ce qu'on est en train d'analyser et avoir ce recul sur les choses parce que c'est ça la vraie valeur qu'on apporte, je pense, au reste des équipes en tant que data analyst. Écoute Maxime, on arrive sur la fin de cet échange. Merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé ton expérience et ta passion naissante pour la data. Je te dis à bientôt. À bientôt, merci.